Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à ce débat. Je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas vu autant de monde un vendredi à 15 h à la fête. Donc merci d'être là. On est ensemble pour parler de la sécurité sociale, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, selon une formule célèbre et toujours assez juste, je trouve. On va discuter entre gens de gauche. Cécile Velasquez, c'était une volonté de ta part. Quand on préparait ce débat, vous m'avez expliqué, on va faire semblant de se vous voyez, que vous estimiez que les gens de droite avaient suffisamment de temps d'antenne dans ce pays, et je pense qu'on est à peu près tous d'accord ici là-dessus. On va discuter de la sécurité sociale dans une perspective à la fois historique, mais aussi prospective, si j'ose dire. C'est-à-dire que l'idée, c'est à la fois de rappeler un peu d'où vient cette conquête ouvrière au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et puis aussi de se demander comment on pourrait renforcer, améliorer ce pilier de notre modèle social. Je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'on va procéder. Je vais d'abord faire un premier tour de table avec tous nos invités à qui je vais donner la parole successivement. Et puis, ça va durer à peu près 45 minutes. Et ensuite, je passerai la parole à vous. Vu que vous êtes très nombreux, je pense que vous aurez plein de questions très intéressantes à poser à nos invités qui se feront une joie d'y répondre. Adrien répond oui, donc ça commence bien. Donc, je vais commencer par vous, Cécile Velasquez. Vous avez travaillé à la CGT à la rédaction d'un petit livret qui s'appelle 100% Sécu. C'est une sorte de projet extrêmement détaillé. Ah, on ne sait pas où est l'objet. Bon, ça commence très bien. Sabotage. Ah, il arrive. Oui. Donc oui, un projet très détaillé pour renforcer, pour améliorer la sécu, entre guillemets. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui vous a amené à effectuer ce travail et puis nous indiquer un peu les grands principes qui vous ont guidé? Merci Cyprien. Alors 45 minutes, c'est juste pour moi, j'imagine? Voilà, c'est ça, tu as tout compris. D'accord, ouais, très bien. Non, parfait, je peux tenir. Ceux qui sont au premier rang savent que je peux tenir les 45 minutes. Voilà, il y a même un moment où on avait des soucis d'organisation et je me suis dit, bon, 1h15 de débat, je dois pouvoir le tenir toute seule si on n'arrive pas à joindre nos invités. Voilà. Mais bon. Très bien. Donc, simplement pour replacer un petit peu cette idée de débat et cette volonté surtout de faire parler de la sécurité sociale cette année encore plus que les autres années, puisqu'on est dans les 80 ans de la sécurité sociale. Hein. On va les fêter d'octobre jusqu'à mai. Vous le savez bien, nous, on en profite à la CGT pour faire parler sécurité sociale. Et puis tout simplement parce que la sécurité sociale, elle a à être ici au cœur de la fête de l'humain, tout simplement parce qu'elle a été créée et bâtie notamment par Ambroise Croizat, un militant de la CGT, un militant communiste. Et derrière, tous ceux qui ont construit, au sens littéral du terme, les bâtiments, récupéré les dossiers de la sécurité sociale, c'est aussi des gens qui avaient des engagements, comme nous tous, ou comme la plupart d'entre nous qui sommes là, pour ce débat notamment. Donc véritablement, l'idée, c'est de faire parler de la sécurité sociale, à la fois sur la perspective historique, tu l'as dit, mais surtout sur nous, comment on voit l'avenir de la sécurité sociale. Et on pense que l'intérêt de la population, c'est d'avoir ce qu'on appelle, nous, un 100% sécu. C'est un projet complet, mais concret, qu'on peut déjà appliquer aujourd'hui, puisque les grands principes de 45 sont là et sont déjà présents. Donc nous, on a un projet à faire porter. On l'a travaillé syndicalement depuis plusieurs années, avec plusieurs dizaines de camarades qui se sont investis chacun à leur tour pour apporter des choses en fonction du domaine où ils travaillent. Donc je rappelle juste, pour ceux qui ne connaissent pas notre fédération, c'est véritablement tout le champ de la protection sociale, donc la sécurité sociale, mais pas seulement, la mutualité, les groupes de protection sociale, France Travail, les missions locales, les régies de quartier, les ateliers chantiers d'insertion, les aides à domicile, et normalement j'ai oublié personne, je vois le premier rang. Si, j'ai dit régie de quartier, Karen. Voilà. Non, mais tout ça pour dire qu'on a une fédération avec un lien, un sujet, on va dire, très large. Et c'est ce projet de 100% Sécu qui, justement, émane de nos camarades et de leur travail. Et donc, c'est pour ça, je pense que c'est déjà important aujourd'hui de les applaudir parce que certains sont dans la salle. Et donc, il y a ce premier travail qui a été fait, qui est très important. Ils s'applaudissent, c'est bien. Voilà, donc vous l'avez en avant-première devant vous. Donc c'est le livret qui a été envoyé à nos syndicats parce que donc c'est un travail qui est tout frais. Donc maintenant qu'on a réussi à se mettre d'accord sur les grands principes qu'on veut porter et mettre en avant dans notre projet, maintenant c'est concrètement comment on fait pour le gagner, pour le faire appliquer.
Et donc, à un moment donné, on a besoin de relais politiques. Et donc, on a fait le choix avec ce débat, justement, d'être avec des députés et des partis avec qui on travaille déjà aujourd'hui, pour, par exemple, sur des auditions pour le PLFSS ou autre. C'est de leur dire, voilà, nous, on a ce projet, emparez-vous-en. Et nous, on va aussi s'occuper dans nos organismes et dans la rue pour combattre et réclamer 100% Sécu. Et comme en ce moment, ça tombe bien, il y a des mobilisations. Déjà, on en reparlera plus tard, mais on sait déjà que pour la Sécu, il y a une grande journée qui est prévue pour la CGT, notamment à l'appel de notre fédération, pour donc les organismes sociaux, la santé et la Fédération nationale des industries chimiques, pour parler de la santé, de la sécurité sociale. Donc rendez-vous déjà le 9 octobre. Et donc, bien entendu, on appelle toujours à confédéraliser cette grande journée pour que ce soit toute la CGT qui soit dans la rue sur ces questions-là. Voilà. Je m'arrête là ? Non, je te trouve extrêmement concise pour quelqu'un qui parle beaucoup. Non, si tu peux nous présenter un petit peu, donc c'est un bel objet. Il est question de droit à l'autonomie, de santé au travail, de politique familiale. L'idée... C'est un très bel objet, Maryse, oui, effectivement. Donc je profite pour dire qu'on a le stand au bout du forum. Vous pouvez venir récupérer des livrets. On aura aussi une exposition si vous êtes en département. On a une exposition qu'on va mettre gratuitement à disposition dans les départements pour à la fois raconter l'histoire de la Sécu et mettre en avant notre projet de 100% chimie. Sécu, 100% chimie. Voilà, avec la Fédé Chimie, quoi. Si tu veux donner quelques exemples concrets, n'hésite pas, parce que c'est extrêmement riche. Tu couvres, c'est ce que je disais, le droit à l'emploi, à la retraite, à l'autonomie. L'idée, c'est quoi? C'est de faire une sécurité sociale du 21e siècle, en quelque sorte. Entre autres, mais c'est surtout, en fait, c'est mettre à l'abri face à tous les aléas et tous les risques, faire en sorte que, déjà, la sécurité sociale au sens large reprenne la gestion directe d'un certain nombre de choses, par exemple, et qu'on sorte de la marchandisation et de la financiarisation pour la santé, mais pas que. On veut aussi reprendre en gestion directe, par exemple, les crèches, parce que avant, les CAF, les caisses d'allocation familiale le faisaient, ça se perd. Et nous, on trouve que c'est important de reprendre en main cette gestion directe des crèches pour tout simplement avoir un mode de garde qui soit adapté, parce que ça met aussi, ça manque les places en crèche, et de fait, ça force les femmes à rester au foyer pour s'occuper des enfants. Donc on pense que là, si la CAF reprend en gestion directe les crèches, il y aura plus de places, les familles n'auront plus à avancer les frais. Et donc, je pense que c'est véritablement un intérêt. Et comme je disais, la CAF, elle le faisait il y a 10 ans, elle le fait encore dans quelques départements. Donc, si on décide de le faire ensemble, dès demain, on peut reprendre la main là-dessus. Et on peut sortir des scandales avec les bébés rouges, je ne sais plus comment ça s'appelle, les petits chaperons rouges, pardon. Donc voilà, c'est tout ça pour dire qu'on peut avoir un projet concret et facilement applicable à partir du moment où il y a la volonté politique. Et la volonté politique, c'est l'expression, c'est les députés, et c'est la façon de ceux qu'on va envoyer au Parlement à un moment donné. Le tout, bien entendu, avec la lutte sociale derrière, parce qu'il faut les pousser, tout simplement. Et juste du coup, pour finir sur la présentation, on est d'accord que qui dit droit nouveau dit aussi source de financement. Donc évidemment, vous avez réfléchi aussi à la manière de financer tout ça. Alors, je suis particulièrement connu au sein de ma fédération pour les questions financières. Ça tombe très très bien. Ah, c'est ironique, c'est ça? C'est ironique. Et donc, pour tout ce qui est finance, vous allez voir la dame là en rouge au bout de Stéphanie. C'est mon binôme. C'est-à-dire que voilà, elle s'occupe de toutes les questions pratiques. Non, un peu plus sérieusement. Bien entendu qu'aujourd'hui, quand on veut mettre en avant certains droits, la première question, on va nous dire, oh là là, la dette, le financement, etc. Donc, bien sûr que dans le projet du 100% Sécu, il y a une partie financement qui a été travaillée notamment aussi avec un camarade économiste et aussi en fonction tout simplement de ce qu'on porte. C'est sans surprise la cotisation à 100% telle qu'elle était à l'origine par Croizat. Et c'est vrai que c'est un des points sur lesquels... Ah, tu peux applaudir, Adrien, vas-y, applaudis-moi. Allez, pour la cotisation et pipi. Voilà, pour la cotisation à 100%. Donc voilà, il y a ce travail-là de choses concrètes qui a été fait, tout simplement parce que les questions de financement et les sources de financement, il peut y avoir aussi des débats, y compris dans la CGT. Donc nous, on revient pour expliquer pourquoi, par exemple, on refuse de taxer les dividendes pour financer la sécurité sociale. Pour nous, c'est incompatible parce que ça revient à valider l'existence des dividendes. Et le jour où on aura besoin de plus de financement pour la Sécu, on va dire « Ah tiens, il faut plus de dividendes. » Et le dividende, qui c'est? C'est le travail.
et c'est la sueur des travailleurs. Donc nous, c'est hors de question. Donc toi, tu es pour la suppression des dividendes, pas pour leur taxation, pour résumer. Voilà, moi je suis pour la liquidation de beaucoup de choses et de beaucoup de monde. Alors, je vais peut-être donner la parole à Adrien qui est en train d'écrire sur... voilà, tes notes. Je voulais te demander un peu, est-ce que tu pourrais revenir peut-être sur l'origine de la Sécu, et puis sur quelque chose qui est très important et qui nous tient à cœur, sur le fait qu'à l'origine, en tout cas entre 1945 et 1967, corrige-moi si je me trompe, la sécurité sociale était vraiment aux mains des travailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé après et pourquoi est-ce que pour toi c'est un problème? Oui. D'abord, merci beaucoup les camarades pour l'invitation et pour le débat, parce qu'on a effectivement beaucoup de choses à se dire. Non, commencez pas. Je vais essayer de vous donner des trucs plus intéressants quand même à applaudir, hein, histoire de... Un bonjour, c'est un peu faible. Oui, c'est un peu faible. Alors, d'abord, je pense que si on doit essayer de se donner le sens de la discussion, c'est de se demander ce que signifie la sécurité sociale telle qu'on la connaît en France et qu'on l'a inventée. Cette sécurité sociale, c'est avant tout une question de méthode. La sécurité sociale, c'est une manière de mettre en commun une partie de la plus-value, c'est-à-dire de récupérer une partie de ce qu'on produit, donc une partie de notre salaire. Donc finalement, c'est une récupération de ce qu'on nous vole à crédit. C'est ça le sens de la sécurité sociale, c'est reprendre la main sur ce qu'on nous a pris initialement. Et ce, de manière collective, pas chacun dans son entreprise, dans le cadre du rapport de force, qui est évidemment nécessaire et qui a pour objet le salaire, mais dans le cadre d'un rapport de force collectif, qui a pour objet d'imposer au moindre employeur, quel que soit son rapport de force avec les salariés, où qu'il habite, où qu'il exerce, l'obligation de mettre en commun dans une caisse partagée une partie de la valeur ajoutée. Ça, c'est le sens de la sécurité sociale et c'est le sens de ce qui a été inventé effectivement en 1945-1946 et qui se heurte bien évidemment depuis la libération à une tentative systématique et irréductible de la bourgeoisie française consistant à chercher le moindre centime d'euro et mener une guerre impitoyable à la sécurité sociale. La Sécu n'est pas un appendice de l'État ou des politiques publiques. La Sécu est construite en dehors, voire contre l'État bourgeois. L'idée de la sécurité sociale, c'est de l'encercler et c'est de reprendre le pouvoir intégralement partout dans le pays sur les droits individuels et les droits collectifs. Et ce, bah oui, il a raison, bien sûr, il a raison. Et ce, dans une logique avant tout de liberté individuelle et collective. Parce que la Sécu, c'est l'exercice de la liberté. Liberté, bien sûr, par rapport à la famille et aux proches. Le fait d'être soigné, non pas par les gens chez lesquels et avec lesquels on vit, mais bien d'être soigné par des professionnels de santé rémunérés à l'extérieur, qui ne vous connaissent pas, qui ne vont pas vous aider parce qu'ils vous aiment, mais qui vont vous aider parce que c'est leur métier. Première libération de la sécurité sociale. La deuxième, c'est par rapport à la charité et au caritatif. La sécurité sociale ne nécessite pas d'aller à genoux voir les dames patronesses se faire toucher la tête pour obtenir, effectivement, comme chez Zola, je ne sais quelle aide minimum à la survie. La sécurité sociale, c'est l'idée d'un droit qui est universel et générique. Quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, et non pas selon la tête de la personne qui est reçue. Le pharmacien, la pharmacienne vous délivre les médicaments indépendamment de votre carte d'identité. Elle vous délivre par rapport à une carte vitale. Et troisième moyen de libération de l'individu par la sécurité sociale, c'est évidemment vis-à-vis du patronat. Le patronat qui, déjà début 1910-1920, pouvait parfois payer des soins aux salariés. Mais pourquoi des soins? Des soins pour les remettre sur pied le plus vite possible pour retourner à la machine et non pas pour être guéri le mieux possible de manière durable. Oui, il y avait des soins patronaux qu'on connaît. Vous vous cassez un bras, eh bien, on fait le soin le plus économique, qui coûte le moins cher, qui va le plus vite, pour que vous puissiez revenir bosser 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard. La sécurité sociale, c'est la liberté par rapport à la famille, le caritatif et le patronat. Pour dire qu'il y a des droits qui sont des droits exercés par des professionnels. Ça tombe bien, c'est vous, donc vous connaissez bien la profession en question. Et si c'est un enjeu de liberté, c'est parce que c'est un rapport de pouvoir, la sécurité sociale. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Bien sûr, c'est une question d'argent. Évidemment qu'il y a 650 milliards qui veulent piquer, ça va de soi. Mais pourquoi ils veulent les piquer, ces 650 milliards? Parce qu'ils fixent un rapport de force. Depuis 1945, c'est ça l'idée initiale, un rapport de force. Parce que dès lors que vous avez une assurance sur l'accident du travail, eh bien, le patron n'est plus libre de vous faire travailler comme il l'entend.
parce qu'il en subit les conséquences derrière. Dès lors que vous avez une assurance sur les retraites, eh bien, l'employeur n'est pas libre de vous faire bosser à 75 ans, 76 ans pour un salaire toujours plus bas parce que vous n'avez pas d'autres possibilités de survivre ou alors dans des modèles anglo-saxons ou allemands en allant fouiller les poubelles le soir quand votre pension de retraite est à 450 €. Donc, c'est un rapport de pouvoir par rapport au patronat. Les travailleurs qui contrôlent la Sécu contrôlent aussi une partie du résultat de la production par la plus-value et une partie de l'organisation générale de la production en disant à partir de quand et jusqu'à quand on travaille, dans quelles conditions on travaille et dans quelles conditions on cesse de travailler en bénéficiant d'un salaire. Donc, la sécurité sociale est un moyen de reprendre les outils de production. Et donc, c'est un moyen collectiviste. Et donc, le MEDEF a des boutons et c'est normal, il ne manquerait plus que ça. Et ces principes politiques, ils ont une expression concrète à la Libération. C'est la décision directe par les travailleuses et les travailleurs sur la sécurité sociale. Le fait que la Sécu, étant constituée de l'argent récupéré par les travailleuses et les travailleurs, est entre les mains des travailleuses et des travailleurs. Je vous le dis d'autant plus volontiers que je suis député, donc on vote des projets de loi de financement de la sécurité sociale avec les camarades. On ne les vote pas, bien sûr, mais on examine des projets de loi de financement de la sécurité sociale, on ne les vote pas, ou alors on dégage le type qui l'a présenté, ça arrive régulièrement, mais on examine des textes de loi. Je pense, en tant que député, que nous n'avons pas à examiner le financement de la sécurité sociale. Il faut abolir le PLFSS et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y a un seul lieu dans le pays qui doit décider de l'argent qui rentre et qui sort de la sécurité sociale, ce sont les caisses nationales de la sécurité sociale. Et qui donc, pour cela, doivent avoir leur autonomie la plus complète sur les taux de cotisation, comme on le connaît par exemple en Alsace-Moselle. Système qui n'est pas le régime général, mais qui donne l'exemple d'un lieu où vous pouvez monter les taux de cotisation. Ils en ont le droit. Ils ne le font pas, mais ils en ont le droit. Et il faut obtenir que toutes les caisses puissent augmenter les taux de cotisation. Pas les baisser, bien sûr. Mais elles doivent avoir le droit de les augmenter. Il n'est pas normal que le ministère lui-même décide du taux de cotisation qui est à court. Parce qu'en fait, il le décide selon les besoins qu'il pense être les vôtres. Et moi, je reste convaincu que les besoins des travailleuses et des travailleurs sont mieux connus par les travailleuses et les travailleurs que par un gnome à Bercy, premièrement. Donc, un principe de liberté de fixation par les caisses elles-mêmes des taux de cotisation selon les besoins qui sont identifiés. Et évidemment, pour cela, eh bien, il faut avoir des gens qui sont légitimes à prendre la décision. Donc, une élection. Une élection. Il faut réorganiser, comme en 1946, de 46 à 67, puis en 83 rapidement, il faut réorganiser des élections dans les caisses nationales et dans les caisses primaires pour que tout le monde se positionne et dise « Voilà l'âge auquel je partirai à la retraite. Voilà la couverture que j'exige à l'hôpital. Voilà le niveau de remboursement de transport sanitaire qui est légitime. Et donc, voilà combien je suis prêt à m'acquitter en cotisation sociale. » Ces principes-là, autonomie des caisses et démocratie élective, sont indissociables. Et ce sont ces deux principes qui se heurtent depuis 1945 au pouvoir d'État, et notamment la droite, pas que, mais notamment à la droite qui s'est toujours efforcée de les dessaisir pour fiscaliser, pour reprendre le contrôle de ces caisses et les réintégrer dans des ministères dans lesquels, évidemment, une poignée de technocrates prendrait l'ensemble des décisions à la place de vous toutes et de vous tous. Donc, je finis là-dessus. Être fidèle à l'esprit de 45, c'est rétablir des élections pour décider directement. C'est rétablir l'autonomie des caisses pour qu'elles puissent fixer elles-mêmes les taux de cotisation selon les besoins que vous identifiez en tant qu'élu, en tant que syndicaliste. Et c'est troisièmement, être conquérant. La sécurité sociale, c'est comme le vélo, ça marche mieux quand ça avance. Donc, il faut élargir la Sécu à de nouveaux horizons. Par exemple, je vous l'annonce parce qu'on dépose le texte dans un mois, il faut une sécurité sociale, par exemple du funéraire et des obsèques. La mort est un risque social assez courant, malheureusement. Or, que se passe-t-il en France? Lors d'un décès, on vous raquette au moins 4000 balles de frais d'obsèques et funéraires. Et après, on vous dit, mais c'est pas grave, c'est un marché. Faites des devis, bien sûr. Les gens vont faire des devis, ils vont aller toquer à 6 portes différentes, faire des devis, mettre en concurrence. Ça n'a évidemment aucun sens. Nous allons déposer, avec le groupe des Insoumis, un texte pour socialiser l'ensemble du secteur funéraire. Plus d'organismes qui soient lucratifs, obligation de conventionnement pour exercer et mise en place d'une cotisation salariale à 0,3% qui intègre l'ensemble des frais funéraires et d'obsèques. Ainsi, plus personne n'a à confier une charge
à ses ayants droit ou ses héritiers ou à ses proches au décès, ni à prendre un contrat prévoyance auparavant, dont l'argent fixé sur des comptes épargne sert évidemment à alimenter des flux financiers. C'est un exemple concret. C'est un exemple concret de comment on étend et on conquiert de nouveaux horizons à la sécurité sociale. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Et les camarades, je pense qu'en tout cas, avec ce texte, en 2 paragraphes de ce texte, vous avez plus d'intelligence qu'en 400 ans de discours macronistes. Donc lisez-le, travaillez-le et appliquez-le. Henrik Davy, déjà, je vais te demander peut-être de réagir à ce qui vient d'être dit. Peut-être qu'il y a pas mal de choses que tu partages. Mais surtout, je crois que tu voulais développer, me semble-t-il, plus sur les attaques subies par la sécurité sociale depuis plusieurs années. Donc, à toi la parole. Merci à toi, merci à vous pour l'invitation. La première chose que je voulais vous dire, c'est que la sécurité sociale a 80 ans. Et le meilleur hommage qu'on pouvait lui rendre, c'est d'être nombreux et nombreux dans la rue le 10 septembre. Et on doit s'en féliciter, la jeunesse était dans la rue. Et le meilleur hommage qu'on va pouvoir lui rendre, et j'y reviendrai en conclusion, c'est d'être en grève le 18 septembre et d'ici le 18 septembre, d'être nombreux dans la rue. Voilà. C'est comme ça qu'on sèvera et qu'on fêtera les 80 ans de cette vieille dame. Pourquoi ? Parce que la sécurité sociale a toujours été un champ de bataille. D'abord, ça a été un champ de bataille. Pourquoi ça a été un champ de bataille depuis le début ? Et je crois qu'Adrien l'a déjà dit. Pour 2 raisons. La première chose, c'est que ça préfigure une société communiste. Ça préfigure une société où les capitalistes ne décident pas. Et ça, idéologiquement, ils ne peuvent pas l'accepter. Et il faut qu'ils l'enterrent, ce truc-là. La deuxième raison, c'est qu'ils veulent mettre la main, et Adrien l'a dit, je suis complètement d'accord, ils veulent mettre la main sur les 666 milliards qui sont gérés par la sécurité sociale. Alors, ils y touchent en fait. Par la financiarisation, ils captent une partie de ces 666 milliards, j'y reviendrai. Mais par contre, sur les retraites, et c'est la première série d'attaques qu'ils ont fait dans les années 2000, pour les retraites, ils veulent récupérer la partie sur les retraites pour pouvoir les filer à des fonds de pension. Et on ne comprend pas toutes les réformes sur les retraites si on ne comprend pas que leur objectif depuis 1995, c'est que cet argent-là aille dans la poche des grands groupes d'assurance, notamment AXA. Voilà. Et on doit se féliciter d'un truc, chers camarades. C'est qu'on a résisté depuis 1995, 95, 2003, 2009, 2019, 2022. Et aujourd'hui, ils n'ont toujours pas fait la capitalisation. C'est notre victoire, et c'est notre victoire collective d'avoir continué à sauver la retraite par répartition. Elle est encore sauvée. Voilà. Alors, c'est un champ de bataille, et je vous invite à lire un livre qui est celui de Nicolas da Silva. C'est un champ de bataille qui a commencé au 19e siècle. Ça n'a pas commencé en 1945, cette affaire. Ça commence au 19e siècle, et effectivement, c'est d'abord un champ de bataille contre les mutuelles. On l'oublie, mais il y avait un financement qui était par le biais des mutuelles. Donc il y a une première bataille, parce que les patrons ne voulaient même pas financer. Bon. Donc au début, ça a été les mutuelles. Il y a une première bataille contre les mutuelles. Ensuite, il y a une deuxième bataille. À partir de 1945, quand la sécurité sociale est créée, il y a une deuxième bataille contre l'étatisation de la sécurité sociale. Et là, ils ont progressé avec l'étatisation. C'est-à-dire que ce qu'Adrien a très bien expliqué, c'est qu'à l'origine, la sécurité sociale, c'est géré par les salariés et c'est des cotisations sociales. Donc, ils ont commencé à enlever ça en inventant le paritarisme en 1967. Donc, en gros, c'est géré à 50% par les salariés et par les patrons. Et ensuite, ils ont dessaisi totalement les salariés de la gestion de la sécurité sociale. Et la deuxième étape, ça a été la création de la CSG. Deuxième étape. Pourquoi ? Parce que la CSG, c'est un transfert du financement vers le financement de l'État. Donc, ce n'est plus les cotisations sociales qui financent, mais c'est les impôts. Deuxième étape aussi, dans les années 80, ça a été la fixation du taux de cotisation. Adrien l'a dit. C'est-à-dire que maintenant, le taux de cotisation est fixé et en fait, on ajuste les dépenses aux cotisations qu'on souhaite. Alors qu'avant, c'était le contraire. On ajustait les cotisations aux dépenses. On ajustait En gros, c'est-à-dire qu'on voyait les besoins qu'avait la société et on ajustait les cotisations. C'est pour ça qu'avant les années 80, il n'y avait pas de déficit de la sécurité sociale. Ça se comprend assez bien. Donc voilà la série d'attaques qu'on a eues. Les dernières attaques en règle qu'on a ces dernières années, c'est un recul ponctuel et un glissement qui est de plus en plus un glissement progressif vers un système privé.
Et les attaques sont très nombreuses. On a les attaques récentes sur les franchises médicales. Ça existe depuis 2008, mais il y a encore les attaques récentes de Bayrou, parce qu'on ne l'a pas censuré suffisamment et suffisamment nombreux à temps. Je ne passe... voilà. C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Je ne dirais pas qui. Il parle des socialistes. Des socialistes, notamment. Là, il y a les attaques récentes. Un socialiste dans la salle. Il y a des attaques sur les ALD, il y a les attaques avec l'augmentation des participations forfaitaires, on pourra revenir là-dessus. Mais fondamentalement, l'attaque la plus grave qui est en cours, c'est la financiarisation. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a les grands groupes comme Ramsay et d'autres qui sont en train de racheter. Ils ont racheté la biologie médicale, ils ont racheté la radiologie, ils sont en train de racheter les centres médicaux. Et donc, c'est ça, en fait, qu'on est en train d'avoir. Donc, moi, je voudrais dire, pour conclure, j'ai encore un peu de temps, tu me dis. Oui, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Si j'ai un peu le temps, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il va falloir contre-attaquer. Et pour contre-attaquer, il faut se donner un horizon. Alors, l'horizon que vous proposez là est très bon, 100% sécu. Moi, j'ai l'habitude de dire 400% sécu. Ah oui, pourquoi 400%? Parce que derrière le mot 100% sécu, il y a plusieurs choses. Et je vais vous le détailler. D'abord, il y a l'idée qu'il faut la grande sécu et il faut que tous les besoins soient pris en charge par la sécurité sociale et notamment qu'on intègre dans la sécurité sociale les mutuelles. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire. C'est ce qu'on appelle la grande sécu. Alors, ça tombe bien. Il y a, à mon avis, une majorité au sein du NFP pour ça, y compris Jérôme Guedj, que j'ai interviewé la dernière fois, n'était pas contre. Et puis, ça a fait gagner de l'argent parce que la sécurité sociale gère beaucoup mieux, finalement, notre argent collectivement que les mutuelles. Les frais de gestion des mutuelles sont à 20%, les frais de gestion de la sécurité sociale sont à 5%. Donc, tant mieux, en plus, on économise de l'argent. La deuxième révolution qu'il faut faire, c'est une sécurité sociale 100% publique. 100% publique, pourquoi? Parce que ça ne peut pas être marchandisé, notre santé. Nos retraites ne peuvent pas être marchandisées. La famille, ça ne peut pas être marchandisé. À chaque fois que c'est marchandisé, c'est une catastrophe. On le voit dans les crèches, on le voit pour les EHPAD, on le voit pour les cliniques privées. Tout ça, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut une sécurité sociale qui finance à 100% le public, donc des hôpitaux publics, des centres de santé publics, partout sur le territoire. C'est vers ça qu'il faut aller, c'est l'horizon qu'on doit se donner. Troisième raison, c'est que si c'est à 100% public, il faut que ça soit financé 100% par les cotisations. Évidemment. Parce que ça a été très bien expliqué par Adrien, c'est la meilleure façon, finalement, de prendre sur les richesses qui sont produites par le pays. Si c'est financé sur des dividendes ou sur des taxes, en réalité, on récupère l'argent qui nous a été volé, mais ce n'est pas pérenne, parce qu'on est pour récupérer cet argent. Donc, une fois qu'on aura de moins en moins de dividendes quand on sera au pouvoir, et ben, du coup, on n'aura plus d'argent pour la Sécu. Ce n'est pas possible, ça a été très bien expliqué par Cécile Velasquez. Donc, 100% cotisation. Et pour finalement aussi aller dans le sens de ce que disait Adrien, il faut que ça soit 100% contrôlé par les salariés. Je ne détaille pas plus, mais c'est l'horizon qu'on doit se donner. Et par les citoyens. Je vois quelqu'un qui dit 100% par les... Je pense que les citoyens ont leur mot à dire, donc c'est 100% contrôlé par les salariés, mais il faut que les citoyens puissent avoir leur mot à dire, notamment évidemment dans la production du système de soins. Alors ça, c'est l'horizon. C'est très beau l'horizon. C'est peut-être ce que vous avez écrit, je n'ai pas encore fini de le lire, votre document. Mais il faut qu'on se donne aussi un programme de transition. Pour les plus connus, vous voyez de quoi je parle. Le programme de transition de 38 de Trotsky était très très bien. Et le programme de transition pour l'an prochain que nous proposons est le suivant. D'abord, il faut augmenter de 30 milliards les recettes de la sécurité sociale. Notamment, ça va évidemment revenir sur une grande partie des exemptions et des exonérations de cotisations sociales, mais aussi, tant qu'il y a la CSG, moi je suis pour l'augmenter sur le capital, parce que pour l'instant, les revenus du capital financent moins que les revenus du travail pour la partie CSG, donc il faut que ça soit à égalité. Et puis, il faut commencer à mettre en œuvre le contre-modèle, recruter des enseignants-chercheurs pour former des soignants, c'est évidemment important. Redonner de l'air à l'hôpital public en taxant les cliniques privées et en interdisant le privé lucratif. Développer des centres de santé publique partout sur le territoire. Créer un service public du médicament. Tant qu'on n'a pas repris la main sur l'ensemble de l'industrie pharmaceutique, il faut commencer par quelque chose. Et c'est créer un service public du médicament. C'est pas normal. C'est pas normal que nos cotisations financent les dividendes des actionnaires de Sanofi. Ce n'est pas normal. Il faut arrêter ça. Alors évidemment, il y a deux conditions et je vais conclure là-dessus. Il y a deux conditions à ça.
D'abord, la première, c'est qu'il faut qu'on censure ce gouvernement, il faut qu'on se débarrasse de ce Premier ministre, le cornu, car on n'obtient rien de lui, il faut qu'on en soit toutes et tous convaincus. Mais on n'obtiendra rien, et je reviens sur mon introduction, si on n'est pas tous et toutes en grève le 18 septembre et qu'on organise massivement le plus grand mouvement social qu'on ait connu depuis 1995, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on imposera la sécurité sociale à 100%. Ouais. Je veux parler. Il y a plus de micro. Ouais, Yannick, je vais te donner la parole tout de suite, mais juste avant, je crois que Cécile voulait intervenir. Ouais, juste pour faire un point mobilisation, puisque Hendrik nous parle notamment de Sanofi, il faut savoir que à Sanofi, dans le Val-de-Marne, il y a des gens qui sont en grève depuis plusieurs semaines parce qu'en fait, ils veulent fermer encore 2 usines alors qu'ils se gavent de dividendes, qu'ils se gavent des exonérations. Donc je sais que dans la salle, il y a des camarades du Val-de-Marne notamment qui s'occupent de notre sécurité à la LS. Et donc déjà, pour eux, il y aura un rendez-vous le 18 septembre au matin devant l'usine de Sanofi pour aller demander des comptes. Donc voilà, je pense que c'est important de savoir aussi que quand on se bat, il y a aussi tout ça derrière, il y a aussi les salariés qui sont en lutte et les usines qui ferment, parce que de mémoire, s'il y a des camarades de l'AFNIC dans la salle, ils ont fermé plusieurs dizaines d'usines depuis 2008 en France, alors que c'est quand même les premiers bénéficiaires aussi des 211 milliards d'aides publiques qui sortent. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un pôle public du médicament et de la santé comme celui qui est porté par nos camarades de la chimie. Voilà. Merci de l'avoir rappelé. Yannick Monet, je crois que... Alors, tu avais des choses à nous dire sur l'autonomie, mais il est bien évident qu'il y a tellement de choses qui ont été dites depuis le début de ce débat que je ne vais pas te demander uniquement de te cantonner à ce sujet qui est pourtant un vrai sujet. Donc, en fait, ta carte blanche, tu peux commencer par l'autonomie et aller vers ce que tu veux. Non, mais de façon très obéissante, je vais répondre à la commande. Bon, j'ai l'impression d'être en commission affaires sociales, parce qu'avec mes 2 collègues, on siège à la commission. Et on voit que d'ailleurs, dans les différentes interventions à gauche, il y a débat sur le financement de la sécurité sociale. Il y a un vrai débat à avoir, y compris à gauche. Et notamment pour rappeler, d'abord, je voudrais saluer la présence de Pierre Caillot-Croizat, le petit-fils d'Ambroise Croizat, que j'ai vu par là. Alors, il est parti. Ben, il va revenir. Et en tout cas, qui porte l'héritage de son grand-père avec beaucoup de brio et dans une démarche d'éducation populaire, parce qu'on a besoin de rappeler quand même sur les origines de la création. J'ai rien à redire sur ce qu'a dit Adrien, mais il faut quand même rappeler qu'effectivement, c'est un rapport de force constant qui s'élabore avec le patronat. Et en 1945, on a gagné cette bataille face au patronat, parce que comme le patronat avait une attitude très conciliante avec le régime de Vichy, il était plutôt en position de faiblesse à la libération, et donc on a réussi à gagner ce rapport de force. Mais ce rapport de force n'a jamais cessé d'exister, et ces conflits n'ont jamais cessé d'exister. Et moi, sur la sécurité sociale, je pense qu'il faut bien prendre conscience que l'énergie que nos aïeux ont pu mettre à la libération, il faut qu'on ait la même énergie pour la défendre, la sécurité sociale. Parce que la sécurité sociale, c'est un ordre social nouveau. Ça a été dit, moi je le dis un peu différemment, mais c'est la capacité du monde du travail et du monde ouvrier de maîtriser les richesses qu'elle crée par son travail. C'est ça la sécurité sociale, c'était quelque chose de fondamentalement révolutionnaire. Alors, elle est souvent attaquée, elle a encore été attaquée, tu parlais de la branche autonomie, c'est encore l'exemple d'une attaque concrète de la financiarisation de la sécurité sociale, puisqu'aujourd'hui la branche autonomie a été créée en 2020-2021, et en fait, nous, on était contre la création de cette branche autonomie. Hein. Et il faut savoir que c'est le CNSA qui a été créé en 2005 après la canicule. Et ils ont changé et le mode de gouvernance et le mode de financement, puisque c'est une part importante de la CSG qui finance l'autonomie. Et nous, on est contre ce financement. Pourquoi on est contre? Nous, des fois, on le dit comme ça, on a l'impression que c'est évident. Mais quand on dit que c'est le monde du travail qui doit maîtriser la création de richesse, c'est certainement pas à travers le salaire qu'on va financer la sécurité sociale. Mais c'est à travers les cotisations patronales aussi qu'on va la financer. C'est à travers cette part de richesse qui doit intégrer impérativement la cotisation. C'est ça le sens de la cotisation. C'est pour ça qu'on ne peut pas financer la sécurité sociale à travers les taxes. Et même si je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus, fondamentalement, il est important que cette richesse produite par le monde du travail, il la maîtrise et qu'il la reverse dans ce système coopératif qui permet de soigner tout le monde. Je rappelle quand même qu'on a eu des discours aujourd'hui de la part des gouvernants nous disant qu'on ne produisait pas assez. Eh bien, ça tombe bien. Ça sert à ça, la sécurité sociale. La sécurité sociale, ça permet à ce que le monde du travail soit en bonne santé et puisse produire dans de bonnes conditions. Mais le problème, c'est que
plus on affaiblira la sécurité sociale, plus on abîmera le monde du travail. Et je pense qu'il y a un vrai sujet. Donc sur l'autonomie, la sécurité sociale ne réglera pas seule les questions liées à l'autonomie. Nous, on pense, au Parti communiste, que la question de l'autonomie, elle doit être intégrée à la branche maladie. Pour avoir une vision globale, l'autonomie, c'est la vieillesse, mais c'est aussi la question du handicap. Et son financement par la sécurité sociale, donc il faut une prise en charge. Mais le problème, c'est que parallèlement à la question de l'autonomie, il faut qu'on ait une vraie loi de programmation telle que ça nous a été promis et qu'on n'a jamais pu avoir. Excusez-moi, je bois un coup. Parce que la question d'autonomie, c'est un sujet très très vaste. Et moi, je travaille beaucoup ça sur des circonscriptions comme la mienne, qui sont des circonscriptions très rurales, où on a beaucoup d'associations qui œuvrent, mais qui n'ont pas les moyens d'œuvrer correctement sur la prise en charge de nos aînés. Et aujourd'hui, comme la sécurité sociale n'est pas dotée de moyens suffisants, on peut considérer qu'on est une société maltraitante vis-à-vis de nos aînés et vis-à-vis des questions de l'autonomie. Alors, je ne sais pas ce que tu voulais que je dise de plus sur la question de l'autonomie, mais en tout cas, moi, j'insiste sur le fait que c'est l'exemple type d'une attaque et d'une financiarisation du financement de la sécurité sociale. Et bien évidemment, dans le cadre du prochain PLFSS, je pense qu'il y a un vrai combat à mener sur la gouvernance. Il faut effectivement sortir la sécurité sociale du pouvoir politique, puisqu'aujourd'hui, une chose complètement aberrante, on décide de l'enveloppe que l'on veut mettre avec l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, on décide de l'argent qu'on veut mettre et ensuite on essaye de répartir cette enveloppe en essayant de percevoir les besoins qui existent. Mais ça ne peut pas passer, ça ne peut pas rentrer. Résultat des courses, si vous ne partez pas des besoins, eh ben on se retrouve par exemple avec un hôpital public où il manque 3 milliards. Et nos hôpitaux publics aujourd'hui sont en grande difficulté parce qu'on ne part pas des besoins et on ne crée pas les ressources nécessaires et les richesses nécessaires pour financer l'hôpital. Donc voilà, sur le financement et sur la question de, pas spécialement de l'autonomie d'ailleurs, c'est toi qui as voulu que je parle de ça, mais c'est un vrai sujet. Mais en tout cas, je pense qu'il faut bien qu'on mesure. Je m'arrête là-dessus parce que j'ai envie d'écouter les questions, mais il faut bien qu'on mesure les attaques sans précédent contre la sécurité sociale. Vous savez, on a créé la CADES, fameuse dette sociale. Aujourd'hui, la CADES ne peut plus rembourser la dette. Aujourd'hui, c'est la trésorerie de la Sécu qui la rembourse, c'est-à-dire c'est l'URSSAF. Donc en fait, la manière dont ils ont de vouloir tuer la sécurité sociale et de vouloir asphyxier notre système de solidarité, c'est en l'asphyxiant financièrement. Et si nous, on ne mène pas une vraie bataille politique, et je vous le dis, j'ai écouté parler de censure, tout ça, bien. Mais si on croit que l'avenir de la Sécu ne se jouera qu'à l'Assemblée, je pense qu'on est bien en deçà des batailles qu'on doit mener. Et je pense qu'il y a une vraie mobilisation populaire à mener. Certes, à l'Assemblée, on essaiera de faire notre boulot, mais je peux vous dire qu'on a dégagé plein de ministres. La Sécu est toujours autant en danger. Mais il faut que ce soit la rue, il faut que ce soit une bataille populaire pour maintenir la sécurité sociale dans notre pays. Cécile, vas-y, tu avais quelque chose à ajouter, je crois. Oui, parce que Yannick nous dit qu'il a fait court sur le droit à l'autonomie, du coup je reprends la main pour terminer. Non, c'est simplement pour, dans le cadre de notre projet 100% Sécu, vous verrez apparaître le droit à l'autonomie. Donc on a réfléchi, c'est pas seulement le grand âge, c'est véritablement aussi toutes les questions de handicap, que ce soit de la naissance ou plus tard du fait d'un accident ou d'une maladie. Et notamment, qu'est-ce qu'on constate? En fait, c'est que notamment aujourd'hui, pour avoir une aide à domicile, c'est compliqué. Vous passez par des associations, c'est financé par les départements. On a du mal à recruter tout simplement parce que les conditions de travail et les salaires sont très bas et très pénibles. Il faut quand même savoir que les aides à domicile sont notamment syndiquées dans notre fédération. Et en fait, aujourd'hui, il y a un tiers des associations non lucratives qui sont en redressement judiciaire ou au bord de la liquidation. Donc déjà, on voit qu'il y a un secteur en difficulté. Nous, notre proposition, c'est un petit peu comme l'a dit Yannick. Alors, c'est dire en fait, ça doit relever de la sécurité sociale au sens large. Donc là, on ne parle plus de branche, parce que nous, on a une caisse unique. Et il y a un intérêt des deux côtés, entre guillemets. D'une part, parce que pour les salariés aide à domicile, elles rentreront dans la sécurité sociale, comme nous, agents de la sécurité sociale, comme je suis aussi. Elles auront donc une meilleure convention collective, qu'on rediscutera quand même, parce que je vois mes camarades au premier rang. Il y aura de la formation, il y aura des temps collectifs de travail, parce qu'aujourd'hui, si vous êtes aide à domicile, vous prenez votre planning, vous avez un QR code, c'est tout ce que vous avez comme lien social. Donc nous, on veut, pour les conditions de travail et pour améliorer, tout simplement pour que ça devienne aussi plus facile de recruter des aides à domicile,
Donc ça, c'est le côté, l'avantage pour les aides à domicile. Mais pour les familles qui ont des besoins, ce sera plus facile déjà de trouver du personnel et des aides à domicile. Parce qu'aujourd'hui, parfois, même en sortie d'hôpital, il y a jusqu'à 15 jours, voire 3 semaines d'attente. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Quand vous avez aussi du mal à trouver quelqu'un pour s'occuper de votre enfant, qui c'est qui arrête de travailler? 9 fois sur 10, ça va être la femme. Donc, il faut qu'on arrive tout ça à faire en sorte que ça devienne plus attractif, que ce soit plus au service des bénéficiaires. Et enfin, dernière chose, il y a une simplification parce que forcément, l'assurance maladie connaît votre état de santé par rapport au département notamment. Donc, c'est plus facile de monter votre dossier. Et surtout, ça assure sur l'ensemble du territoire une équité parce qu'aujourd'hui, en fonction de la couleur de votre département, la couleur politique de votre département, vous n'avez pas les mêmes taux de prise en charge. Et donc, nous, on considère que la sécurité sociale, c'est aussi un moyen d'avoir une égalité de traitement sur tout le territoire, comme aussi les services publics, et tout le monde doit pouvoir avoir y accès, qu'on soit sur Nice, sur la Riviera, entre guillemets, argentée, ou qu'on soit dans la Creuse, par exemple, ou un autre département. Donc, véritablement, notre projet de 100% Sécu, il y a aussi cette notion d'égalité de traitement, quel que soit le territoire et quel que soit aussi l'endroit d'où on vient. Parce que nous, bien entendu, la sécurité sociale, elle est ouverte à tout le monde à partir du moment où on est sur le territoire. Donc, par exemple, les questions de l'AME, nous, on fait tout péter. Il n'y a pas d'AME, tout le monde a le même droit, d'où qu'ils viennent. Alors, Yannick, je crois que tu voulais faire une courte intervention et après, je vais donner la parole à la salle. C'est comme j'ai été très court sur l'autonomie. Juste 3 choses. Alors, vous, à la CGT, vous appelez ça le 100% Sécu. Nous, on apprend ça prise en charge intégrale au Parti communiste. On a un projet qui est assez intéressant et franchement, c'est que convergent. Juste sur l'autonomie. Ce que tu as dit, c'est fondamental. Je pense qu'il faut bien voir l'état de ce secteur aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 85% des EHPAD publics qui sont déficitaires. Et la moyenne de déficit d'un EHPAD, c'est 3 000 € par place. Donc, ça veut dire qu'en plus, on est en train de nous imposer un modèle économique où on veut faire grossir les structures et donc une marchandisation des EHPAD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu le modèle économique, les structures de 60 places ne peuvent plus être viables financièrement, ce qui pose un problème dans des territoires comme le mien, où plus on crée de grosses structures, plus on éloigne nos aînés de leur lieu de vie et donc plus on isole les gens et donc on crée une maltraitance qui est absolument terrible. Et il y a besoin, mais ça revient rapidement dans les débats, de revisiter le modèle de financement parce qu'aujourd'hui, ceux qui comprennent le financement des EHPAD avec le modèle en 3 parties, 3 financeurs, c'est totalement impossible à subvenir. Enfin, c'est un vrai sujet. Voilà, c'était juste sur la question des EHPAD. Bon, alors, il est un peu plus de 15h45. Je parle sous le contrôle de Cécile. On a quoi, une demi-heure pour prendre les questions, c'est ça? Enfin, non, c'est pas toi qui fais la gestion du temps. Bon, il n'y a pas de chef, c'est ça le. Je vais vous donner la parole. J'imagine qu'il y a un micro J'espère qu'il y a un micro qui va circuler, ou alors c'est moi qui dois le faire circuler. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Ah, voilà. Donc c'est le monsieur avec le beau t-shirt rouge là, qui va passer parmi vous. Yves. Merci. Alors, on va prendre peut-être, je sais pas, 3-4 questions et après vous répondez. Ça vous convient comme façon de faire? Vas-y, je t'en prie. Merci les camarades. Je suis Nathalie Marchand, secrétaire de la CGT des hôpitaux publics de l'assistance publique de Paris. Nous sommes en grève depuis maintenant plus d'une semaine suite aux annonces qu'avait fait l'ancien Premier ministre sur les franchises, sur les consultations, sur les jours fériés, sur la semaine de congés payés et surtout sur les 5 milliards d'économies qu'ils veulent faire sur notre dos pour la santé. À ce jour, nous avons 20 hôpitaux en grève qui étaient en piquet de grève. Nous n'avions pas revu de piquet de grève depuis 1995. C'est dire comme là la situation est grave. Et oui, merci à Ambroise Croizat et merci à tous ces ambassadeurs comme la CGT qui font le continuum pour faire vivre la sécurité sociale et donc les financements de l'hôpital public. Et aujourd'hui, il y a une pétition qui circule dans toute la fête de l'UMA. La pétition « Sauver l'hôpital public ». Ils ont fermé plus de 37 000 lits. Ils ont réduit massivement les effectifs. Nous devenons, nous, les infirmières, les aides-soignants, les kinés, les médecins, la variable d'ajustement pour le plan d'économie. Il y en a assez.
On veut pouvoir soigner tout le monde, sans discrimination. Et c'est pourquoi nous appelons le 18 à une marche et une mobilisation large, que tout le monde prenne en compte que notre santé est notre bien commun. Et la sécurité sociale, c'est aussi notre bien commun. Alors ensemble, réunissons-nous et appelons aussi, avec l'appel de notre fédération, le 9 octobre devant le ministère, pour dire stop à cette gabegie, à cet argent qui est envoyé dans tous les paradis, je ne sais quoi. Écoutez le sénateur. Écoutez le sénateur communiste. Eh ouais. 500 pages où il fait la démonstration qu'on nous vole 211 milliards dans la sécu, dans les salaires, dans nos pensions. Il faut que ça s'arrête. Alors, ensemble, unissons-nous pour que jamais plus, on puisse voir les attaques qu'avait fait Bayrou en remettant en cause complètement la protection sociale et la sécurité sociale. Tous ensemble, les collègues et camarades. Pardon. Bonjour à tous. Alors, moi, voilà, déjà pour me présenter, il faut savoir que je suis un salarié justement de la sécurité sociale et notamment de l'assurance maladie. Il se trouve que dernièrement, vous ne l'avez sans doute pas vu, mais il se trouve que quelque chose a été supprimé dans votre sécurité sociale. Il s'agit du service médical. Le service médical qui, normalement, est censé en fait donner des avis médicaux pour que ce soit des invalidités, des arrêts longs, enfin en tout cas pour justifier énormément d'arrêts de travail. Ce sont des gens qui ne profitent pas du système, malgré tout ce qu'on peut entendre. Ce ne sont pas des gens qui profitent du système, bien au contraire, ce sont des gens qui sont dans le besoin, qui voudraient reprendre le travail normalement, mais qui ne le peuvent pas, tout simplement, parce qu'ils ont des impératifs médicaux, ils ont des problèmes, etc. Eh bien, il se trouve que voilà, le service dans lequel je travaille, le service médical, sera supprimé bientôt, malgré le fait que nous ayons vraiment lutté. Croyez bien que moi, je fais partie vraiment de la CGT, de la sécurité sociale. Nous avons lutté, sauf que, en fait, malgré ce texte qui a été repoussé dans un premier temps par le Conseil constitutionnel, malgré tout ce que nous avons fait, malgré tout, le directeur de la CEPAM a réussi à parvenir à ses fins. Il a réussi à changer le texte absolument pour que le service médical disparaisse. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que maintenant, il n'y aura plus l'aspect médical qui sera tenu en compte pour les longs arrêts, pour les invalidités, pour les ALD, etc. Maintenant, ce ne sera que ce ne sera que de l'administratif. Ce ne sera que il faudra remettre telle personne au travail, même si elle est mal, il faudra remettre telle personne au travail parce que il faut faire des économies. Voilà, tout simplement. Voilà, je voulais absolument merci. Je voulais vous prévenir de tout ça. Je voulais aussi remercier monsieur Henrik Davy qui a fait un discours à l'Assemblée absolument magnifique justement à ce propos. Et du coup, je vous remercie, monsieur Davy. Et je remercie monsieur Adrien Clouet au niveau de la France Insoumise. Alors, je ne sais plus, malheureusement,
Je suis désolé, j'ai perdu complètement le nom de la personne qui a fait ça. Mais je la remercie, vous la remercierez de ma part. Voilà, de la personne qui a fait également un discours pour ça. Et voilà, c'est quelque chose que personne ne voit venir, que personne n'a vu venir, que vous n'entendrez pas dans les médias, etc. Absolument. Mais la suppression du service médical, c'est la fin de la logique médicale pour les personnes malades. Et ce sera une logique administrative maintenant. Ce sera pour faire baisser le budget de la Sécu. Merci, comme ils merci veulent beaucoup. absolument. Voilà. Merci beaucoup pour ton intervention. Alors, est-ce que peut-être vous allez alors il y a eu plusieurs, enfin il y a eu la grève à la PHP et puis la disparition du service médical. Je sais que toi tu veux réagir, Adrien, et puis Cécile aussi. Vas-y, je t'en prie. Juste un mot pour répondre aux camarades sur la suppression du service de la CEPAM, qui était le lieu où il pouvait y avoir une rationalité de soins et non pas comptable. C'est ça l'intérêt d'avoir un service à part, c'est que ce soit un service qui soit là pour soigner, guérir, prévenir, protéger, plutôt que compter les entrées et les sorties financières à la fin du mois. C'est ça qu'ils veulent supprimer. Comment ça s'est joué? Rappelons-le, l'Assemblée a voté à 2 reprises contre cette suppression. Nous, les Insoumis, on a fait un recours devant le Conseil constitutionnel. Pas ramassé de bolchevique quand même, le Conseil constitutionnel. Le 28 février dernier, le Conseil constitutionnel a annulé cette suppression. Et pourtant, ils sont passés en force, systématiquement. Ils sont passés notamment en commission mixte paritaire, en magouillant avec des sénateurs de droite. Et par ailleurs, on est là pour se dire, et un sénateur place publique qui a voté également la suppression du service de la CEPAM. C'est pas compliqué, ils en ont un, donc vous saurez qui c'est. Donc, il y a eu cette offensive-là qui, il faut le dire, n'a jamais été validée par le Parlement et qui est exclusivement liée à un fait du prince de M. Macron et de ses alliés. Et donc, évidemment, nous serons tous ici sur scène d'accord pour rétablir, dès que nous serons aux commandes, ce service. Cécile et après Henrik. Non, tu n'avais rien à dire? Si. C'était simplement expliquer. On m'entend? Oui, c'est bon. En fait, ça veut dire que là, aujourd'hui, c'est 7000 salariés. Hein, le service médical, voilà, c'est 7000 salariés sur le territoire qui, aujourd'hui, on est le 12 septembre, ne savent pas quel poste ils vont occuper au 1er octobre. Donc, imaginez la situation dans laquelle sont ces 7000 travailleurs aujourd'hui, de ne pas savoir où ils vont aller, ce qu'ils vont faire. Tout simplement parce que c'est répondre, tu le disais, au fait du prince. Alors Emmanuel Macron, oui, certes, c'est une logique politique, mais derrière, on a un directeur d'une caisse nationale d'assurance maladie, Thomas Fantôme, qui depuis 10 ans, c'est sa première volonté. Tout ce qu'il veut, c'est saper tout ça. Tout ce qui permet d'avoir une indépendance médicale et donc aussi une assurance, qu'on ne soit pas traité comme un numéro et que ce soit quelque chose de budgétaire et qu'on vous force à reprendre le travail plutôt. En fait, ce mec-là, il faut savoir, hein, pardon, monsieur le directeur de la Caisse nationale, monsieur mon directeur, parce que je suis salarié de CEPAM, pardon, il faut quand même savoir que c'est des politiques, c'est des énarques qui sont tous macro-compatibles et certains sont même philippo-compatibles puisqu'il est pressenti pour aller notamment faire le programme d'Édouard Philippe en vue de 2027. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, nos directeurs, ils appliquent des logiques politiques ultralibérales et c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on revienne à la gestion ouvrière par les conseils d'administration pour que les directeurs ils reprennent leur place. C'est des exécutants. Ils n'ont pas à venir faire le projet de Bayrou. Parce qu'il faut quand même savoir que même si on s'est débarrassé de Bayrou, son projet sur l'assurance maladie, les 60 mesures, elles viennent directement de la Caisse nationale d'assurance maladie et de ce fameux Thomas Fantôme. Donc en fait, on s'est débarrassé de Bayrou, mais le programme subsiste. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut aussi dire que se débarrasser de ce genre de directeur, c'est une priorité aussi en revenant à la gestion ouvrière et au vote et au conseil d'administration qui a un véritable pouvoir pour dire oui, il faut s'opposer à ce genre de directeur. Henrik, tu voulais intervenir? Oui. Merci. 1, 2. Merci. 1, 2, oui. Merci. Moi, je voulais revenir rapidement d'abord sur le conseil médical. Pourquoi ils font ça? Évidemment, parce qu'ils veulent lutter soi-disant contre les arrêts de travail. Parce qu'ils veulent faire en sorte que ceux qui sont salariés et qui sont malades, ils aillent quand même travailler. En fait, c'est ça.
en fait. Et donc, fondamentalement, c'est vraiment le contrôle du salarié qu'il y a derrière. Hein, c'est vraiment cette idée-là, et je pense que c'est pour ça que c'était très politique, le conseil médical, c'est pour ça que je suis intervenu dessus, qu'on est nombreux et nombreux à être intervenus dessus. Moi, d'abord, je voulais répondre à la camarade sur la PHP. Moi, très sincèrement, merci. Merci et merci. Voilà. Parce qu'on a besoin de lutte au sein de l'hôpital. Je sais comment c'est difficile. Je sais, avec les contraintes pour les salariés, pour être en grève, c'est très compliqué. Très compliqué pour les soignants. Et donc, on a besoin que le mouvement social reprenne pied dans l'hôpital public parce qu'on ne fera rien sans vous. Donc ça, d'abord, je voulais te remercier et remercier tous ceux et toutes celles qui sont en grève. Pourquoi ils font ça? C'est exactement la même chose. En réalité, leur objectif, c'est de faire mourir à petit feu l'hôpital public. Leur objectif, c'est de faire mourir à petit feu l'école publique. Pourquoi? Pour ouvrir des marchés pour les cliniques privées, pour que ça permette d'avoir plus de clients aux cliniques privées, pour que ça permette d'avoir plus de clients dans l'école publique, dans l'école privée. Et donc, c'est la même logique de marchandisation et de financiarisation de l'ensemble du processus. Et la conséquence de tout ça, c'est des soignants qui sont en véritable burn-out. Hein, c'est dramatique, mais c'est vrai à l'hôpital, mais c'est vrai aussi pour tout ce qui est libéral. C'est vrai pour les infirmières en colère. Les infirmières libérales aussi subissent vraiment toutes ces réformes. Et à l'arrivée, c'est 25% des Français qui renoncent aux soins. À l'arrivée, c'est un tiers des Français qui vivent dans un désert médical. Et à l'arrivée, j'avais vu ce chiffre terrible, c'est un tiers des établissements de santé qui reconnaissent que des erreurs et des incidents graves ont pu arriver faute de moyens. Et on meurt aujourd'hui aux urgences, même avant d'avoir des fois été pris en charge par un médecin ou par une infirmière. On meurt dans les urgences françaises parce qu'ils ont cassé le service public. C'est pour ça que c'est une question de vie ou de mort, d'aider ces salariés qui se battent et de faire en sorte que demain, on ait plus de moyens pour l'hôpital public, parce que c'est pas vrai que les cliniques privées vont remplacer en fait l'hôpital public. Dès qu'il y a un souci très grave, dès qu'il y a un patient très lourd à prendre en charge, la clinique privée, elle l'envoie à l'hôpital public, parce que c'est dans l'hôpital public qu'il y a les CHU, c'est là où il y a les gens qui sont les mieux formés, et en plus, c'est en général des pathologies qui ne sont pas rentables pour la clinique privée, alors elle les renvoie à l'hôpital public. Il faut en finir avec ça, et moi je vous soutiens vraiment à fond là-dessus. Voilà. C'est pas très grave. On va prendre peut-être une autre série de questions. J'ai oublié. Moi, le chiffre que j'ai, camarades, c'est 43 000 lits qui ont été fermés, soit 10% de l'offre hospitalière. 43 000 lits depuis les années 2000. Voilà, 43 000 lits. On prend encore une petite série, peut-être de 3-4 questions. Monsieur. Ouais, bonjour, je me présente, Nicolas. Je travaille dans la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. J'ai une question pour les personnes présentes sur le plateau. Déjà, le positionnement concernant l'élection au conseil pour la gestion des caisses primaires, des caisses d'assurance familiale, etc. Dans la sécurité sociale, du coup, votre positionnement concernant du coup le paritarisme. Est-ce que oui ou non, clairement, on est pour la sortie du paritarisme et l'exclusion pure et simple des syndicats patronaux? Et l'autre question porte sur la CSG-CRDS. Oui ou non pour la suppression de la CSG-CRDS? Donc voilà, pour les 4 personnes sur scène. Merci. C'est bon? Bon. Oui, bonjour. Juste déjà pour vous dire que je suis très contente. Il faut que je me lève? Oh là là, c'est obligé. Oui, déjà, je suis contente qu'il n'y a pas que les communistes qui veulent faire la société communiste, donc j'en suis ravie. Je me suis procuré le texte en attendant que vous ayez fini de parler, et donc ça répond à une de mes questions, parce qu'il y a un truc que je trouve très important, c'est le fait qu'on intègre à la sécurité sociale l'assurance chômage. Et c'était d'ailleurs prévu à l'origine, et puis ça avait été abandonné parce que l'assurance chômage, elle est financée par les cotisations. C'est le fruit, cet argent, c'est le fruit du travail, donc il faut absolument le sortir des griffes justement du patronat. 4 réformes du chômage, on n'en peut plus, et donc il faut absolument qu'on ait des administrateurs
des travailleurs qui administrent ces choses-là parce qu'on ne peut plus les laisser faire. Et je voudrais savoir comment vous voyez l'articulation entre le fait que la sécurité sociale donc, récupère les cotisations, finance donc les pensions, enfin les allocations, et le suivi de l'accompagnement à la recherche d'un emploi, etc. Apparemment, ça se ferait, ce que j'ai vu, ça se ferait dans les centres locaux comme les centres de santé. Mais si vous pouviez un peu approfondir, moi j'aurais besoin de billes. Et puis, il y a autre chose. Moi, je ne suis pas d'accord pour que tous les patrons soient sortis de l'administration. Il y a des petits patrons, il y a des qui sont plus proches de nos situations, et je pense que il faut leur faire une petite part aussi là-dedans. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. D'accord. Oui, bonjour. Alors, moi, j'avais quelques questions à poser parce que j'ai été interpellée par les différentes expressions à la tribune. Donc, Nicolas m'a déjà piqué une question par rapport à la CSG, parce que pour moi, la CSG, c'est un impôt. Et quand on parle de cotisation sociale, ce n'est pas l'impôt. Donc, revenons-en aux bases, mes camarades. Or, l'impôt n'a rien à faire, n'a rien à foutre, excusez-moi, dans la sécurité sociale. Donc, il va falloir revoir un petit peu vos propositions électoralistes par rapport à ça. Revenons-en aux bases. Croizat, quand au lendemain de la guerre et le CNR a créé la sécurité sociale, c'était le chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Donc rappelons-nous, parce qu'aujourd'hui on en est loin, parce qu'aujourd'hui, pour se faire soigner, il faut sortir la carte bleue, c'est plus la carte vitale, mais c'est la carte bleue. Et là, moi, franchement, ça me navre, parce qu'il n'y a plus d'égalité dans notre société. Donc attention, revenons-en aux bases. La CSG n'a rien à faire dans le financement de la sécurité sociale. C'est uniquement la cotisation sociale. Et la gestion, elle doit revenir à ceux qui payent, c'est-à-dire nous tous. Au niveau de la Sécu, moi j'ai été à la Sécu, j'ai travaillé 42 ans à la Sécu. Je suis retraitée aujourd'hui. Mais la Sécu, c'est mon ADN. C'est mon ADN parce que nous sommes tous concernés. Et c'est notre bien commun pour lequel il faut que nous nous battions tous les jours, au quotidien. Et plus que tout, parce que demain, sinon, il va y avoir une catastrophe sanitaire en France où tout le monde mourra dans la rue. Et ça, je ne veux pas le voir. Excusez-moi. Je vais répondre. Donc, moi, je suis pour le 100% Sécu. Le 100% Sécu qui va permettre de mettre à l'abri tous les Français, quels que soient leurs moyens, quelle que soit leur origine, parce que nous sommes tous frères d'humanité. Nous sommes à la fête de l'humanité. Nous sommes frères d'humanité. Ne l'oublions pas. Et donc, oui, le 100% Sécu doit être notre base de revendication. Alors, je suis désolée, mais moi, c'est là. Alors oui, le 18, je vous appelle tous à être dans la rue pour revendiquer par rapport à tout ce que nous avons en commun,
et plus au-delà. Et n'oubliez pas, parce que vous êtes à l'Assemblée, vous êtes supposés nous représenter. Nous vous avons élus. Donc n'oubliez pas que nous vous avons élus. Et n'oubliez pas que nous vous demanderons de rendre des comptes. Voilà. Excusez-moi, voilà. Mais la CSG, je n'en veux pas. Je vais répondre sur le droit à Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? À deux? Bonjour. Rapidement alors, s'il vous plaît. Je suis tout à fait d'accord avec le camarade écologiste qui a parlé 400% sécu. C'est une proposition ambitieuse, mais je serai également plus ambitieux que vous. Moi, je proposerai 500% sécurité sociale en élargissant la sécurité à la sécurité alimentaire, parce que c'est honteux dans un pays comme la France qui a des enfants qui n'ont pas assez d'argent pour manger à la cantine, où il n'y a pas assez d'argent pour les étudiants de louper un repas, premièrement. Deuxièmement, élargir également la sécurité au logement. Ce n'est pas normal dans un pays comme la France, où il y a même des fonctionnaires qui n'ont pas de logement parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens. Deuxièmement, je reviens au désert médical. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce terme, parce que personnellement, je suis médecin. Je suis médecin, j'ai travaillé très longtemps dans un hôpital public. Donc, quand vous prenez une commune où on ferme des écoles, où on ferme des classes, on ferme des services dans un hôpital, on ferme une maternité, on ferme la poste, on ferme le commissariat et on ferme le centre d'impôt, comment voulez-vous qu'un médecin, un jeune médecin, s'installe dans cette commune? Donc moi, personnellement, j'appelle ça un désert purement social. Voilà. Merci. Alors je suis désolé, on ne pourra pas prendre la dernière question parce qu'on vient de me faire signe. On n'a que 3 minutes pour finir. Alors, donc, il y a eu pas mal de questions sur le paritarisme, CSG, CRDS. Juste, tu me laisses juste 30 secondes. Pour toutes les questions, pour les détails, pour les droits nouveaux notamment, ce qui concerne le droit à l'emploi, la sécurité sociale de l'alimentation ou le logement, je vous invite après le débat à venir sur notre stand au fond. Je vous expliquerai quelles sont nos propositions ou nos positions. Donc comme ça, n'hésitez pas si vous êtes intéressés. C'est aussi expliqué en creux dans le livret. Et par contre, pour les questions purement posées aux députés concernant le paritarisme ou la CSG, je les laisse répondre. Et moi, en dernière fin, je vous invite surtout donc à être massivement en grève le 18 septembre en intersyndicale et le 9 octobre partout en France avec nos camarades de la santé, de la chimie et bien d'autres de la CGT, parce que la Sécu, ça concerne tout le monde. Alors juste un dernier mot pour conclure à tous nos intervenants. Vas-y Henrik, je crois que tu as quelque chose à dire. Ouais. Alors, je vais redire ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'en termes d'horizon, je pense qu'il faut que ça soit une sécurité sociale 100% par cotisation. Je l'ai dit, ça fait partie des 400%. Donc je suis extrêmement clair là-dessus. Ça veut dire suppression de la CSG. Si je veux redire, voilà. Pareil, dans l'horizon, 100% contrôle des salariés. Ça veut dire quoi? C'est fin du paritarisme, élection, c'est ce qu'a dit, etc. Mais ça, c'est l'horizon. Le débat qu'on doit avoir, c'est comment on met en place le programme de transition et à quelle étape on va. Et là, il y a débat entre nous peut-être. C'est-à-dire que sur la CSG, pour l'instant, ce qu'on propose pour les exonérations de cotisations sociales, si on revient juste là-dessus, il y en a 80 milliards. Nous, on propose de revenir sur 20 milliards l'année prochaine. On ne propose pas les 80 milliards tout de suite, parce qu'il y a la question du rapport de force vis-à-vis des employeurs, etc. Et donc, c'est une question voilà, qui n'est pas simple. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être des débats entre nous. Et c'est pour ça que tant que les riches ont autant d'argent et ont autant de milliards, je suis pour, pendant 1 an ou 2, aller leur piquer l'argent pour qu'ils nous le rendent. C'est-à-dire que je suis qu'à terme, il n'y ait plus de dividendes. Mais tant qu'il y en a, je suis pour quand même leur prendre le fric un petit peu quand même. Et que l'utiliser pour la Sécu. Mais ce n'est pas l'horizon, c'est temporaire. C'est des mesures qui doivent être temporaires et il faut être extrêmement clair là-dessus. Voilà pour clarifier les choses. Et sur le paritarisme, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à terme, je pense qu'il faut sortir du paritarisme. C'est-à-dire que le paritarisme 50-50, c'est non, parce qu'il suffit d'un syndicat de salariés qui est jaune, et à ce moment-là, c'est les patrons qui décident.
Maintenant, est-ce que ça veut dire, une fois qu'on sort du paritarisme, est-ce que ça veut dire que les patrons n'ont aucune voix au chapitre? Et à quel pourcentage ils auraient voix au chapitre sur le taux de cotisation pour le chômage comme pour les caisses d'assurance maladie? C'est un débat qu'il faut avoir quand même. Parce qu'on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut, y compris avec le patronat. Donc c'est un rapport de force et c'est un débat qu'il faut avoir. Mais par contre, l'horizon, c'est à la fin, ça doit être les salariés. Mais dans cet horizon-là, si les salariés contrôlent l'ensemble des cotisations et qu'on élargit la sécurité sociale, bon, en réalité, ça veut dire que cet horizon-là, on n'aura plus de patron. Hein, on est d'accord? Donc la question ne se posera plus vraiment. Mais dans l'intermédiaire, il faut qu'on se pose la question. Et c'est pareil pour l'élargissement. Moi, je suis pour des expérimentations sur la sécurité sociale de l'alimentation. J'ai encore défendu ça la semaine dernière à Châlons. On a une proposition de loi de Boris Tavernier là-dessus. Et voilà, on est pour des expérimentations. Néanmoins, l'étendre à quelque chose d'universel qui ressemble à réellement la sécurité sociale, je crois qu'on n'y est pas et je crois que ça pose un certain nombre de problèmes sur lesquels il faudrait débattre de manière plus en détail. Voilà. Et pareil pour le logement, c'est un vaste débat. Voilà. Merci Henrik. Peut-être Yannick, est-ce que tu veux dire quelque chose? Je veux toujours dire quelque chose. Bon, c'était une mauvaise question alors. Je laisserai à mon ami Adrien le soin de conclure. Non, mais la CSG, c'est évident. C'est évident qu'on est pour la suppression de la CSG, mais on ne va pas supprimer la CSG comme ça. La CSG sur la branche autonomie, c'est 31 milliards. Donc, si on veut supprimer 31 milliards sur la branche autonomie, il faut impérativement, de façon concomitante, en mettre en place d'autres formes de financement. La deuxième chose, c'est que, très synthétiquement, on veut faire jouer beaucoup de choses pour la sécurité sociale. Et je pense qu'on a raison, parce que c'est un système qui fonctionne, puisqu'il est géré par les citoyens. Il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé. C'est par exemple la question des dépassements d'honoraires. Aujourd'hui, le problème de la santé, c'est que la plupart des spécialistes s'inscrivent en secteur 2. Les dépassements d'honoraires, c'est 4,5 milliards. Et il y en a entre 1,3 et 1,7 milliard qui sont pris en charge par les complémentaires. Donc, c'est aussi ça qui crée une médecine de vitesse. Donc, si on veut faire jouer un rôle à la sécurité sociale et dans des conditions, comme c'était prévu à son origine, c'est-à-dire dans des conditions démocratiques et équilibrées, eh ben, il faut étendre son financement. Et sur les déserts médicaux, cher docteur, je partage ce qui a été dit, c'est qu'on est sur des territoires qui sont parfois en déshérence de services publics. Mais quand même, en termes de visée, je trouve que la question de la médecine libérale, et ça c'est une position très personnelle, mais je trouve que la conception même de la médecine libérale va très mal avec la question de la sécurité sociale. Mais il y a plein d'enjeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système libéral qui fait vivre la santé des gens, mais qui est financé par la solidarité nationale. Et je sais que cette guerre-là, Ambroise Croizat a dû s'affronter à ça quand il a voulu mettre en place la sécurité sociale. Il a dû faire des compromis à l'époque, y compris avec les secteurs libéraux. Mais je pense que si on doit repenser la sécurité sociale, il faut qu'on repense l'ensemble du système de santé. Et certainement qu'à terme, en tout cas moi je le souhaite, mais ça ne se fera pas comme ça, mais qu'on sorte d'une conception libérale de la santé pour en faire une conception davantage coopérative, comme c'est en train de se faire à travers les centres de santé, à travers les hôpitaux. Donc, vous voyez que les chantiers sont importants, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de sous pour la Sécu. Ça, c'est clair. Et là, par la cotisation Cathy, je suis totalement d'accord avec toi. Merci. Merci, Henrik. Le mot de la fin, du coup, Adrien. Eh bien, ils ont raison, en partie. Non, je plaisante. Si je devais conclure, je dirais que ce qui est important de retenir là, c'est qu'il y a quand même deux chantiers absolument communs à nous quatre ici. C'est l'idée de démocratiser et défiscaliser la sécurité sociale. On peut discuter du rythme, on peut discuter de l'outil, mais nous voulons démocratiser et défiscaliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Démocratiser, c'est remettre sous contrôle intégral des travailleuses et des travailleurs la sécurité sociale. Ça signifie des élections. On peut débattre. Est-ce qu'elles ont lieu à la mairie? C'était le cas en 46. Dans l'entreprise, c'était le cas en 49. On peut discuter techniquement, ça a des implications que je vous épargne. Mais oui, nous souhaitons le retour à ce contrôle par les travailleuses et travailleurs. On peut discuter du sens des collèges. Bien sûr, le paritarisme 50%, jamais. C'est une machine à perdre. Tu l'as dit à l'instant. Paritarisme 50%, il suffit d'un traître, ou, pardon, on va pas dire traître, une personne qui a des convergences de vues étroites avec le patronat, ben c'est pareil. Donc, il suffit d'un traître ou d'une traîtresse pour perdre à la fin dans la négociation collective. Donc, bien sûr, ce paritarisme est inacceptable. Veut-on uniquement des salariés? Imagine-t-on un collège peut-être non salarié?
Ça peut être intéressant. Rappelez-vous, début années 50, la CGT avait monté des listes sur les employés, les employés domestiques à la maison qui avaient raflé des sièges dans le cogel patronal. Bon, c'est une petite blague de la CGT à l'époque, c'était assez marrant. Et du coup, le patronat avait perdu pas mal de sièges comme ça. On peut discuter, c'est des points de détail, etc. Mais il est évident que le monde du travail doit être ultra majoritaire. Un point, c'est tout. Deuxièmement, défiscaliser, oui, bien sûr. La CRDS, ça a été évoqué, c'est pas le problème. C'est 9 milliards, c'est assez simple à englober dans un plan de remontée des taux de cotisation. Ça, c'est pas un problème, la CRDS. On la récupère. C'est-à-dire, on la remplace par la cotisation, 9 milliards de cotisation, on sait comment faire. Le nerf de la guerre, c'est la CSG. 135 milliards. C'est ça qu'il va falloir, dont il va falloir organiser la bascule vers des taux de cotisation. Et c'est là-dessus qu'il va falloir discuter du rythme, de comment on le fait, etc., etc., etc. Oui, il y a un principe intangible. L'impôt va au budget de l'État, la cotisation va à la sécurité sociale. Un point, c'est tout. Et le mélange des genres n'est bon pour personne, d'ailleurs. Ni pour le budget de l'État, ni pour le financement de la sécurité sociale. Donc, les régimes doivent être étanches dans leur financement. 135 milliards, comment va-t-on opérer la substitution? Il y a clairement 3 chemins à prendre. La hausse des taux. Bien sûr, il faut augmenter le taux de cotisation. C'est le premier moyen pour réabsorber la fiscalité qui aujourd'hui est détournée vers la sécurité sociale. Deuxièmement, les périmètres de la cotisation. Tous les revenus qui ne cotisent pas, épargne salariale, intéressement, etc., doivent être rapatriés dans un régime général de cotisation pour là aussi reconquérir directement la récupération de la plus-value par les travailleuses et par les travailleurs. Et puis dernièrement, revoir le plafond de la sécurité sociale. Vous savez qu'au-dessus de, on est à 3 900, je crois, à l'heure où on se parle, et des brouettes, au-delà de 3 900 €, vous avez soit plus de cotisation, soit des taux réduits de cotisation. Est-il normal qu'au-delà de 3 900 €, on conduise les gens à prendre des régimes particuliers, spécifiques, privés ou par capitalisation pour leurs droits? Non, ce n'est pas normal. Donc, il faut augmenter le plafond pour faire que la contribution soit, à mon sens, plus efficace et concerne y compris des salaires élevés aujourd'hui dans le monde du travail. Et en tapant sur ces 3 objets, le niveau général des taux, l'intégration de revenus aujourd'hui exemptés et le niveau du plafond, vous avez récupéré des dizaines et des dizaines de milliards d'euros dans la sécurité sociale. Donc c'est un choix politique. Je dis d'autant plus volontiers que l'année dernière, au mois de novembre, on a voté tous les 3 ensemble 45 milliards d'euros de recettes nouvelles pour la sécurité sociale, dont plusieurs dizaines étaient des cotisations qui provenaient de cette démarche-là. Donc oui, on peut augmenter la cotisation, oui, on va augmenter la cotisation, et oui, c'est la condition sine qua non de la démocratie. Merci beaucoup à nos participants. Ah non, c'est fini. Non, tu as encore quelque chose à dire? Il faut quand même qu'on conclue en disant que le 18, on doit tous être en grève et dans la rue. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Bonne fête à tout le monde.